Nous, pendant longtemps, ici, on n'a pas voulu mettre en avant l'insertion par l'activité économique parce qu'on considérait que c'était stigmatiser les gens qui travaillent. Leur dire attention, vous êtes là dans des gens qui sont en insertion, et donc c'est ni un zoo, ni un hôpital, ni enfin, je veux dire, les gens sont ce qu'ils sont, ils ont leur force et leur faiblesse, et il ne fallait pas en rajouter. L'idée était que le client qui vient ici vient dans un restaurant, il va découvrir forcément des choses auxquelles il ne s'attend pas. Aujourd'hui, peut-être un peu moins que par le passé, parce que le passé, c'était quelque chose de nouveau. Et donc, les gens s'intéressent, posent des questions, voient que les choses se passent différemment qu'ailleurs, voient des changements d'individus, voient des gens qui débutent, qui sont un peu gauches, maladroits, un peu empruntés, plutôt timides, ou en tout cas un peu repliés sur eux-mêmes, et petit à petit, ils voient leur évolution, à la fois professionnelle, mais aussi humaine. Et donc, pour les gens qui viennent souvent, c'est tout naturel de dire qu'est-ce qui se passe ici. Donc, on communique, on dit voilà quel est l'objectif, et donc les gens adhèrent à ça, ils se sentent concernés, et consciemment ou inconsciemment, ils font le choix de venir dans un endroit comme ça, parce que cette préoccupation-là, elle est éminemment, elle les concerne, ils se sentent concernés, ils se sentent responsabilisés. Que sous l'égide insertion, on n'est pas que du travail social, on crée de l'emploi, on forme, et donc on recouvre quand même pas mal de champs, et on rattrape aussi un petit peu l'échec de certains autres dispositifs, je pense, selon les publics avec lesquels on travaille, mais on est quand même, je pense, incontournable, et souvent, malgré tout, alors là je vais me faire des ennemis, il faudra peut-être couper, mais on est souvent plus efficace et pertinent que pas mal d'autres dispositifs institutionnels d'accompagnement qui n'arrivent pas à faire retourner à l'emploi les mêmes personnes qui sont en recherche d'emploi, les demandeurs d'emploi, les jeunes, parce que effectivement l'approche, elle n'est pas adaptée. L'ambition, elle est de travailler vraiment sur le triptyque handicap, insertion et textile. Et il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Dans le textile, il y a énormément de choses à faire. On a envie de travailler sur des produits éthiques et de pouvoir rendre beaucoup plus accessible à tout le monde la question de ces produits-là. On a envie de pouvoir proposer des choses pour qu'il y ait moins de déchets, que les personnes puissent s'habiller plus facilement comme ils le souhaitent. Les premières actions qu'on a menées, c'était auprès de personnes en situation de polyhandicap.
Donc c'était des ateliers couture à visée psychomoteur et développement psychique. Donc c'était c'est entre de l'art, enfin on va dire que ça peut s'apparenter entre guillemets à de l'art thérapie si on veut, sauf que c'est sur des techniques, ça inclut le côté psychomoteur, etc. Voilà notre atelier. Là on a 100 mètres carrés, on a tout un espace plutôt stock, création, travail de patronage, etc. Et après, la deuxième partie, c'est plus tout ce qui est confection, table de coupe, machine. Et on a fait en sorte que ce soit un atelier qui soit accessible aux personnes en situation de handicap. Donc ça se traduit dans l'atelier, sur la production, ça se traduit par des machines. Enfin, il y a 2 machines où on n'a pas besoin des jambes et on a 2 machines qui limitent les mouvements des bras. Au fur et à mesure de ces projets, des évaluations qu'on faisait, on se rendait compte de tout l'impact que ça pouvait avoir sur le fonctionnement psychique des personnes et sur sa capacité de revaloriser l'estime de soi. Enfin, vraiment, j'étais moi-même assez surprise de l'effet positif que ça avait sur les personnes. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue à cette échelle-là ou est-ce qu'on essaye de proposer à un public plus large ce que peut permettre la couture et la création textile. Et donc après, on a décidé de monter un chantier d'insertion dans la mesure où ça répondait aux problématiques du territoire et où ça permettait d'accueillir des personnes vulnérabilisées et d'utiliser, de proposer un cadre qui permettait de développer des compétences psychosociales nécessaires. Que dans la construction écologique appartient également l'intensité sociale. Moi je crois que ça va avec, c'est-à-dire que l'idée de cette transition énergétique dont on parle, c'est à la fois sur une attention particulière, bien sûr, au dégagement de gaz à effet de serre, mais c'est une attention particulière à la manière de travailler. Et donc à Apige, on est plutôt sur une manière de faire plus artisanale, sur un système de compagnonnage qui s'accorde bien avec cette transition énergétique qui n'est pas simplement quelque chose de technique, qui est également une transformation sociale. C'est-à-dire que la transformation écologique, oui, va vers une transformation sociale. Et ça aussi, à mon sens, c'est pas suffisamment pris en compte. On a tendance à isoler en fait les différents secteurs, mais en fait les raisons pour lesquelles on a aussi construit Apige tel que c'est construit à l'heure actuelle, c'est aussi pour ça. Apige en fait a une particularité, c'est qu'elle travaille depuis une quinzaine d'années maintenant sur des constructions au saturbois. Donc c'est un chantier sur lequel on a commencé par écrêter une partie du toit qui existait et on a remonté, ce que vous voyez derrière, on a remonté en fait un volume qui va permettre de créer à partir de cette maison et d'un petit appentis qui est à côté, 3 appartements. Alors comme vous le voyez, comme je vous le disais, c'est effectivement une maison base d'ossature-bois. On a dû reprendre pour faire l'extension à partir de cadres d'ossature pour pouvoir remonter en fait l'équivalent de 2 niveaux. Le bâtiment, à la fois au niveau de la construction et de l'exploitation des bâtiments, était en fait, c'est en train de se réduire un petit peu, mais était le 2e producteur de gaz à effet de serre. Donc ça semblait complètement naturel qu'une entreprise à but social comme la nôtre, et on le défend, et dans l'acte de construire, en fait une attention particulière aux effets, on va dire, pervers de la construction de bâtiments. L'idée de départ était de dire on peut créer des espaces de production différents et qui permettent en même temps la professionnalisation de personnes. C'est un petit peu essayer de montrer qu'à partir d'une structure collective, non seulement on peut économiquement arriver à faire vivre l'espace de production, mais en même temps, on peut arriver à professionnaliser, former et travailler avec des personnes qui sont en difficulté sociale et économique.
Initiative solidaire, donc c'est un chantier d'insertion qui porte 3 activités, une en hôtellerie, une en restauration, et celle pour laquelle vous êtes là, qui est donc une activité qui s'appelle transformation revalorisation. C'est-à-dire qu'on est, pour employer un terme qui est très à la mode maintenant, on fait dans l'upcycling, c'est-à-dire dans l'objet, le métal, le bois valorisé. On va voir dans un premier temps des vieux bouts de ferraille, des morceaux de bois que l'on récupère. Et au fur et à mesure, donc, on va développer notre déambulation dans les ateliers. Vous allez voir la transformation de ces objets jusqu'au showroom, au point final, avant que ça parte, disons, en clientèle, quand ce sont des commandes, ou éventuellement en galerie ou en boutique, ou encore mieux dans des entreprises. Ce chantier n'existerait pas sans lui, parce qu'il est aussi à l'origine de la dynamique artistique. C'est lui qui crée, qui dessine, qui pense. Après, il transmet cela. Et je pense que c'est un bon catalyseur parce qu'effectivement, globalement, l'ensemble des salariés, que ce soit ceux qui sont encore là ou ceux qui sont déjà partis, ont toujours accroché. L'équipe a démarré en plein hiver par même l'aménagement des locaux parce qu'effectivement, il n'y avait rien. Enfin, on a récupéré en l'état, donc il fallait tout aménager, débarrasser pour pouvoir créer le showroom, l'atelier métal, faire des façades et puis aussi former les salariés à appréhender les matériaux, à connaître un petit peu le travail du métal, les machines-outils, les techniques. Et au fur et à mesure, en 2015, on a développé l'atelier bois qui commence à prendre un petit peu. Là, nous sommes dans la cuisine d'application. C'est la cuisine qui est utilisée pour la formation. Cette cuisine est équipée de 12 postes indépendants pour pouvoir accueillir 12 stagiaires d'un coup. Donc cette cuisine, on ne l'avait pas non plus avant. Ça fait partie des nouveaux équipements que nous avons. Et là, nous sommes dans la cuisine de production. Je ne comprenais pas pourquoi, sur un territoire plus ou moins grand, notamment l'Île-de-France, puisqu'on y est, que des entreprises cherchent du personnel, n'en trouvent pas, et des personnes cherchent du travail et n'en trouvent pas. Et c'est tout naturellement que je me suis mis à penser qu'il serait bien de tracer un trait d'union entre ces deux planètes, que sont les gens qui sont out et ceux qui donnent du travail. Voilà, pour ce faire, il a fallu mettre en place à la fois un lieu de formation, un lieu de formation qui corresponde aussi à la réalité des personnes ciblées, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas envie de se retrouver avec un stylo et un tableau devant, parce que y a un traumatisme lié à l'échec scolaire, et donc le rendre le plus proche possible de la réalité, créer un restaurant pour mettre les gens en situation réelle, avec tout ce que ça veut dire, la sanction du coup de feu, c'est-à-dire le midi quand le client arrive et qu'il faut se bouger, et qu'il faut être prêt pour le recevoir et lui donner ce dont il a besoin, en tout cas ce qu'il est en droit d'attendre, c'est éminemment formateur. Je m'appelle Benoît Lyotard, je suis fondateur d'un projet d'agriculture urbaine qui s'appelle Le Paysan Urbain et qui vise à créer une entreprise d'insertion sur des activités d'agriculture urbaine en milieu urbain et de la sensibilisation aux questions environnementales. Je suis économiste de formation
Et en fait, soit on parlait d'économie, soit on parlait de social, et on parlait jamais d'environnement. Et donc un jour, j'ai entendu parler de développement durable quand même, en disant que si on arrivait à réunir un peu les trois, ça pourrait peut-être être pas mal. Et donc c'est ce que j'essaie de faire. Là pour l'instant, on a des stagiaires et on doit prendre nos premiers salariés en insertion au mois de juin. Donc là, mois prochain. Bienvenue, donc on est là dans la serre qui produit des micro-pousses et dans laquelle on a essayé d'installer un maximum de tables pour pouvoir produire nos micro-pousses qui sont donc dans l'ordre de la moutarde, du pois vert, du tournesol, du radis pourpre, du chou rouge, du brocoli et puis encore du pois vert. Quand on sort donc de cette serre, on arrive dans le jardin pédagogique qui est installé dans ces bacs. Puisqu'on est en agriculture urbaine, on a un terrain qui est temporaire, donc il faut qu'on puisse déplacer les équipements. Et en même temps, on est sur un terrain pollué, donc on ne va pas utiliser le sol directement, on va prendre de la terre qui vient de l'extérieur. Alors voilà les micro-pousses de tournesol, les fameuses, les plus croquantes et les plus chargées en protéines, qu'on met ici en conditionnement dans des barquettes de 75 grammes avant de les livrer donc, aux restaurateurs et aux épiceries notamment. Ils ne le sont pas tous. Ils peuvent le devenir parce qu'effectivement, on est sur 3 dimensions. On a une dimension sociale qu'on met en avant pour certains acheteurs, une dimension environnementale et écologique qu'on met en avant avec d'autres acheteurs, et une dimension artistique, mais on est toujours dans la dynamique après de pouvoir aller sur le cercle vertueux et de les sensibiliser aux autres dimensions. On n'a pas tous la fibre sociale et on ne veut pas absolument, même s'il y a toujours un petit fond, c'est un peu un plus. Si le produit n'est pas bon, on ne va pas le consommer juste parce que c'est socialement responsable. Donc voilà, on dissocie un peu parce qu'aussi le projet, il y a un aspect pédagogique qui n'a rien à voir avec le produit. Donc on dissocie un peu le produit support de l'entreprise d'insertion du projet qui est un peu plus large. Au départ, il y a dans les premiers appels, il y a des personnes qui nous appellent parce qu'on est référencé dans les ateliers de confection textile. Donc après, on leur raconte tout ça, mais c'est en général la valeur ajoutée, c'est « Ah, bah c'est génial, c'est encore mieux ». Donc voilà, c'est plutôt une plus-value. Quelquefois, ça peut être même difficile de tout de suite aborder, de mettre en avant la partie insertion, et c'est pour ça que nous, on essaye toujours de les faire venir à Aubervilliers, sur nos ateliers, pour qu'après, du coup, on puisse faire une visite globale. En général, c'est surtout pas ce qu'on met en avant dans la première approche que l'on peut avoir avec cette clientèle, pour la bonne raison que très vite, travail d'insertion peut donner une représentation de travail moins bien fait, travail avec des non-professionnels. Donc c'est surtout pas ce qu'on met en avant au départ. Par contre, quand les chantiers se passent correctement, bien sûr, on n'hésite pas à en parler et les clients sont d'autant plus satisfaits, surtout que ceux qui nous appellent pour des réelles constructions écologiques, je dis réelles, c'est-à-dire c'est pas simplement le remplacement d'un matériau par un autre, c'est tout ce qui va avec, c'est une attention au bilan carbone, c'est une attention au circuit court, c'est une attention à la manière dont on va trouver nos matériaux à proximité, en général sont satisfaits d'apprendre qu'on a également une attention sociale particulière. Mais en fait, les gens voient le côté local comme un lien avec le côté social. Donc en fait, c'est plus de parler de local qui, quelque part, les gens se disent c'est local, donc c'est d'ici, donc socialement, ça a un impact plus positif pour mon environnement direct, là où j'habite, ou la ville, ou le pays.
Donc c'est plutôt le côté local qui va être un argument lié à l'impact social. Ceux qui viennent vers nous sans souci, c'est ceux qui ont envie de travailler sur des questions de solidarité, ceux qui ne sont pas dans un rapport direct de je veux 500 sacs en 2 jours. Mais ça vient progressivement. Les gens commencent à comprendre qu'on ne peut pas demander ça aux gens, ça c'est bien. On a des clients privés, des personnes physiques, des personnes morales, on travaille avec des collectivités, mais on travaille aussi avec des entreprises. Et forcément, à un moment ou à un autre, des liens se tissent aussi autour de ça. C'est-à-dire que n'importe quel acheteur vient pour acheter un produit, si ce produit est satisfaisant et qu'en plus il y a derrière un réel projet citoyen, ben c'est tout bénef pour tout le monde. Les gens sont contents parce qu'ils y sont présents et en réalité ils y participent. C'est vrai que la majorité de la clientèle d'Apige, c'est effectivement des personnes qui nous appellent pour la qualité du travail qu'on produit, pour le travail de construction écologique, puisque c'est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si on en parle beaucoup, encore assez peu répandu à l'heure actuelle, surtout en région parisienne. D'ailleurs, il y a des régions en France qui sont beaucoup plus en avance sur ce travail de construction écologique. Mais ce que l'on met en avant de toute manière à Apige, notamment vis-à-vis des particuliers pour lesquels on travaille, c'est effectivement la qualité du travail et la qualité du travail, on va dire, technique. Alors, je vais schématiser. Un client achète un repas. Ce repas, il a un coût. En aucun cas, dans ce coût, doit apparaître le travail social que l'on mène. L'accompagnement social, l'accompagnement professionnel, c'est-à-dire le projet social, lui, il est acheté il est financé par les donneurs d'ordre et non pas par le client. On est sur un système de prix qui est le plus juste pour nous. On essaye de viser un petit bénéfice. La concurrence est très très forte sur le bâtiment à l'heure actuelle. Les matériaux que l'on emploie sont parfois plus chers. Ce n'est pas toujours le cas, mais parfois plus chers. Donc ça demande aussi de notre part une attention pour savoir bien acheter à proximité, mais à un coût qui ne dépasse pas les produits conventionnels et traditionnels. Et après, toute la problématique autour de l'accompagnement social des personnes, etc., ça n'appartient pas aux clients. Donc il n'est pas question qu'il y ait une répercussion. Donc on essaye d'être dans un système concurrentiel. On n'a pas développé la possibilité d'avoir des commerciaux qui vont chercher le meilleur chantier. Donc à partir de là, on sait que quand on a des chantiers sur lesquels, quand on a des propositions sur lesquelles on est appelé, on essaye d'avoir un rapport qualité-coût qui soit tout à fait concurrentiel avec ce qui se passe. Dire qu'on s'est pérennisé, on ne peut pas le dire, puisque aujourd'hui, 3 ans après, tous les jours c'est compliqué. Et je pense que ce qui fait qu'on est encore là quand même aujourd'hui, malgré les réformes qu'on s'est prises, parce qu'on a aussi démarré, notre structure, elle s'est créée juste à l'aube de la première réforme des financements de l'IAE. C'est enchaîné la réforme de la formation professionnelle. 2016, c'est le coup de massue avec la région. Île-de-France, clairement, ça a cumulé avec le fait que nous, on est sur une activité qui prend un peu de temps, qui nécessite quand même d'un petit peu de démarche commerciale pour laquelle on n'a pas eu les moyens humains et financiers suffisants pour que ça prenne plus vite. Clairement, aujourd'hui, on est au jour le jour. Les masses salariales des entreprises d'insertion sont considérables parce qu'elles prennent en charge des publics qui ne sont pas productifs, à qui on doit apporter à la fois de la formation, de la compétence. Et quand ils ont acquis un niveau de compétence acceptable, ils partent. Les financements étaient plus importants pour les entreprises d'insertion il y a 30 ans que maintenant.
Maintenant, il faut savoir qu'une entreprise comme Apige, globalement, sur l'ensemble de son budget, a une aide sur l'entreprise qui représente à peu près 12% du volume total du chiffre d'affaires d'Apige. Donc des difficultés, ce qui nous a obligés à avoir une sélection. Apige et entreprise d'insertion, pas chantier d'insertion. On a donc besoin d'avoir une certaine productivité si on veut tirer un petit peu notre épingle du jeu au niveau économique. On est limité aussi en termes de moyens. On n'a pas des moyens pour aller investir. Déjà, on n'a pas le droit de faire de la publicité, puisqu'on est une structure d'insertion, mais nos moyens de communication, ils sont... Voilà, les réseaux sociaux, le bouche à oreille, ça bien sûr, mais aussi d'essayer de travailler en réseau avec, par exemple, un Cereco, avec d'autres réseaux aussi. Le regroupement au travers de plateformes mises en place, initiées par le réseau, un Cereco, permet à plusieurs structures qui ne peuvent pas y aller toutes seules d'y aller grouper pour pouvoir faire face à des marchés de taille relativement importante. Ça, c'est des actions sur lesquelles on travaille ensemble. On s'interéchange sur des clients, par exemple, où on s'auto-conseille, on se redonne, on travaille ensemble plus sur de la réflexion sur comment, avec un éco-organisme Valdelia aussi, qui est plus sur le bois, sur comment, sur le mobilier d'entreprise, sur comment justement travailler à la sensibilisation des entreprises et du grand public aussi, mais surtout des entreprises au mobilier à partir de matériaux déchets. Sur le 93, j'avoue que quand même les partenaires sont très proches, très, très disponibles et très bienveillants, et au contraire plutôt dans un esprit collaboratif et coopératif. Parfois, on a le sentiment de ne pas être entendu dans les propositions, dans les expérimentations, dans les choses qui paraissent hors cadre. Juste un petit peu d'historique, l'insertion par l'activité économique, elle n'est pas tombée du ciel comme ça. Elle n'a pas été décidée dans un bureau au niveau des services de l'État ou au niveau en tout cas de l'administration. C'est venu du terrain. D'un constat qu'ont fait des travailleurs sociaux. Je crois qu'on est un petit peu une délégation de service public. C'est-à-dire, on sait que l'école n'arrive pas à professionnaliser l'ensemble des personnes qui sortent du système pour différentes raisons, et que des structures comme les nôtres permettent effectivement à un moment de faire raccrocher ces personnes. Donc ce qu'on attend des pouvoirs publics, c'est qu'ils prennent l'engagement et l'engagement sur le temps, c'est-à-dire ça aussi c'est important. Nos structures pourraient se développer, mais en fait il y a aussi des difficultés puisque on est un peu sur des financements reconsidérés chaque année. Donc ça c'est le premier point. Considérer effectivement que les financements et que la délégation de services publics que l'on représente, c'est pas tant des subventions, c'est plutôt on va dire une contribution que donne l'État sur nos entreprises pour pouvoir assurer un travail qui n'est pas assuré par ailleurs. La deuxième chose sur laquelle effectivement à la fois les collectivités territoriales et l'État peuvent répondre, c'est sur les clauses sociales, en privilégiant bien le fait que ces entreprises qui ne sont pas délocalisables travaillent avec de la main-d'œuvre locale, toutes, et qu'elles permettent effectivement à l'intérieur des quartiers sur lesquels elles sont situées une dynamique un peu particulière qui peut donner un petit souffle d'air pour ces personnes qui, pour beaucoup, sont restées pendant de nombreuses années sans pouvoir travailler, sans pouvoir accéder au minimum d'autonomie auquel elles ont besoin pour pouvoir après continuer leur existence. Il faut que les acheteurs de prestations et qui ont des volumes, comme les collectivités territoriales, comme les services de l'État, comme des grosses entreprises, doivent avoir cette préoccupation citoyenne pour préserver une part de marché
à ces entreprises en mettant en place dans leur appel d'offres des clauses sociales qui permettent à ces petites structures de venir et d'avoir du travail pour pouvoir équilibrer l'activité sociale qu'elles défendent. Là, on est en ce moment dans une période où c'est l'effet inverse, donc on nous diminue les moyens qui existaient avant, ce qui rend de plus en plus difficile nos missions, de plus en plus difficile de pouvoir maintenir et faire vivre des structures comme les nôtres. Donc après, c'est au-delà d'augmenter les moyens financiers, le soutien, en prenant en compte que d'une part on est des entreprises malgré tout, on n'est pas que sous l'égide insertion, on n'est pas que du travail social, on crée de l'emploi. Je crois que c'est important de valoriser effectivement le travail qui est produit par nos différentes structures sur les différents secteurs. Faut savoir que l'insertion par l'activité économique a toujours été générateur d'idées un petit peu en avance sur les niches sur lesquelles elles pouvaient travailler. Les structures d'insertion, elles se sont intéressées depuis très très longtemps à la récupération, au traitement des déchets, bien avant que ça se fasse. Apige a démarré sur la construction écologique il y a effectivement une bonne quinzaine d'années, et à l'époque on parlait très très peu de construction écologique et d'habitat sain. Donc c'est vrai que c'est à la fois des révélateurs, c'est un potentiel énorme. Le fait qu'elles puissent travailler avec les personnes et en visant leur autonomie, je crois que l'ensemble de la société ne peut s'en sentir que mieux. Donc il faut rester convaincant et il faut absolument que ce soit bien compris.